Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du Trèfle. Et ce soir, en tout cas, on se retrouve après, ça fait même bizarre de dire les mots, mais après un titre, puisque Boston est le nouveau champion NBA. On a remporté la finale assez facilement. On y reviendra dans ce podcast face aux Mavs, 4-1. Et messieurs, je vais accueillir donc mes deux acolytes du soir. Je vais commencer par Vincent. Vincent, je vais te poser une question toute simple. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être champion, d'être supporter de l'équipe qui est championne? Ça fait du bien, Hugo. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de soulagement, beaucoup de joie. Je pense que c'est l'événement sportif qui m'a apporté le plus de joie, plus d'émotion. Je pense après beaucoup de désillusions, beaucoup de nuits à pas beaucoup dormir. Je pense que l'investissement d'un fan NBA, c'est vraiment autre chose que de supporter un club de foot avec un match par semaine le dimanche soir ou le samedi après-midi ou ce que tu veux. Quand tu supportes une équipe de NBA, tu vas t'envoyer entre 95 et 105 matchs à l'année en sacrifiant pas mal de sommeil. Donc ça représente beaucoup. Donc beaucoup de joie du coup. Alors, je me permettrai pas de faire une vanne sur le fait que tu supportes l'AS Monaco et que de ce fait, c'est normal, mais bref, voilà. J'ai eu mes heures de gloire. Voilà, t'as eu le kicks, tu as profité du kicks. J'ai eu des belles années et on a bien profité, mais c'était pas le même investissement personnel, donc pas la même chose. Ça, c'est vrai. Et je vais accueillir mon deuxième acolyte du soir, Titouan. Titouan, qui une fois n'est pas coutume, n'est pas à la présentation. Donc, Titouan, je peux te poser la question, qu'est-ce que ça te fait, toi aussi, d'être champion NBA? Salut tout le monde. C'est jouissif. Là, c'est vraiment cool parce que en plus, comme Vincent l'avait dit, je crois qu'il avait fait un tweet en ce sens. Ça faisait quand même un moment que les Celtics tournaient autour. Évidemment, il y a la finale en 2022 perdue contre les Warriors, où voilà, après cette finale-là, je pense qu'ils avaient vraiment à cœur, et nous les fans aussi, on voulait qu'ils aient à cœur de corriger le tir. Mais en fait, les Celtics version Tatum Brown, ça va au-delà de cette finale 2022. En fait, ça fait des années et des années que qu'ils tournent autour avec plusieurs finales de conférence. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils arrivent enfin au bout. Ça, c'est sûr qu'on l'attendait, j'ai envie de dire qu'on l'attendait plus. Et bon, voilà, pour rien vous cacher, moi, je suis un peu plus jeune que mes camarades et moi, je peux le dire, voilà, je vais le dire, c'est quand on a gagné le titre, c'était le plus beau moment de ma vie. Voilà, j'en ai pleuré de voir Tatum, même Horford que je décris tant dans les podcasts, pleurer, etc. Ça m'a mis les larmes, j'ai eu des frissons. Et voilà, ce moment, j'espère le revivre le plus tôt possible, pas attendre 16 ans avant un prochain titre, mais on aura l'occasion en tout cas d'y revenir. Mais on va commencer finalement en parlant, voilà, globalement de cette série. Comme je l'ai dit, 4-1, série assez, on va le dire, expéditive, si on occulte le match 4, où on s'était d'ailleurs, pour l'anecdote, tous réunis pour voir ce magnifique match 4 qu'on a vite oublié. Mais voilà, au final, on a quand même vu une équipe de Boston qui était quand même assez souveraine, dans le sens où on a gagné 4-1, il y a eu un match, on est passé à côté, mais finalement, on n'a pas senti, et Titouan je vais commencer en donnant la parole, on n'a jamais senti les Mavs vraiment inquiétants pour nous. Ouais, c'est vrai. Et en ce sens, c'est même limite un peu une déception parce que bon, il y avait toute cette narrative autour des Celtics comme quoi ils avaient eu un parcours très light et qu'ils avaient jamais vraiment été testés, ce qui en soi est pas complètement faux parce que c'est vrai que ils ont joué le Heat sans Jimmy Butler, les Cavs sans Jarrett Allen et avec Donovan Mitchell qui a loupé aussi des matchs. Les Pacers avec Haliburton qui a loupé des matchs. Donc, en fait, on attendait vraiment
cette match-up avec les Mavs en se disant bon déjà c'est une équipe de l'Ouest et voilà il y a tout ce truc de l'Ouest versus l'Est mais qui du coup sur le papier était censé être plus forte, surtout que Dallas avait sorti Minnesota qui eux-mêmes avaient sorti Denver. Enfin voilà on s'attendait vraiment à un truc puis le duo Luka-Kyrie on se disait ok, nous offensivement on va pouvoir faire quelque chose contre eux. Par contre défensivement, comment, même si on a une grosse défense, comment on va tenir ce duo qui sur le papier offensivement c'est probablement un des meilleurs backcourts de la ligue. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu de déception et on en parlera après quand on parlera des clés de la série, mais autant la défense, je pense qu'ils étaient un peu en surchauffe par rapport à ce qu'ils ont pu proposer face aux Wolves, ou d'ailleurs je pense que c'est plus l'attaque des Wolves qui a un peu déjoué plus que la défense des Mavs qui a vraiment été très forte. Mais moi du coup ça va plus être l'attaque de Dallas qui m'a un peu déçu, je m'attendais à mieux. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu un côté déception du jeu proposé par Dallas par rapport à ce que j'attendais au début. Toi, Vincent, tu partages justement cette déception sur le jeu proposé par Dallas? Bah clairement, je pense que je peux, sans balancer d'énormes textes, c'est pas des très jolies finales. C'est-à-dire que moi je suis ravi d'avoir gagné, je suis très heureux, mais en fait je me suis réfugié dans la victoire et dans le fait d'être heureux de gagner et de dominer ces finales. C'est pas des finales qui resteront dans les annales à mon avis. Au niveau du scénario, en termes de niveau de jeu, je suis pas persuadé non plus que ça. Je suis pas assez d'historique pour en être persuadé, mais je suis pas sûr que ça fasse partie de très très grandes finales qu'on se rappelle dans 20 ans, sauf nous, parce qu'on aura gagné. Voilà, donc oui, effectivement, un peu déçu de Dallas. J'avais fait le podcast avec Azad et le supporter de Dallas. Moi, j'étais assez sévère sur Dallas. Je trouvais que ça proposait pas grand chose. Je pense qu'il y a un côté peut-être déceptif parce que je pense qu'on fitait très bien Dallas. En saison régulière, on les avait tapés 2 fois assez facilement dans des contextes différents, mais quand même, je pense que du coup, notre équipe, elle fitait bien avec l'équipe de Dallas. À savoir que leur point fort allait pas forcément sur les nôtres. Et justement, tu parlais d'un gros backcourt, d'un des meilleurs backcourts de la ligue. Nous, c'est de notoriété publique qu'on a le meilleur backcourt défensif de la ligue. Donc c'est vrai que peut-être que leur point fort allait vraiment sur nos points forts et inversement. Donc je pense que c'est peut-être de là qu'est venu le déséquilibre. Peut-être la fraîcheur, peut-être l'expérience. On peut dire plein de peut-être parce que je suis sûr de rien. Mais effectivement, un peu déçu. On n'a pas eu de money time. Moi, j'avais peur qu'on arrive dans des money time, mais j'ai pas envie de jouer des money time contre Luka et Kyrie. Et en fait, on en a quasiment pas eu. Et quand on en a eu un, Luka était dehors sur les 4 dernières minutes. Donc, effectivement, Boston a dominé et la régulière et les playoffs assez outrageusement. Ça pourrait nous être reproché en nous disant qu'on n'a pas rencontré les meilleurs, notamment on pense à Denver, mais bon, ils se sont fait sortir avant. On va pas reprocher à notre équipe d'avoir roulé sur tout le monde, en fait, tout simplement, mais effectivement, la finale était peut-être un peu déceptive. Justement, là, tu me lances une perche parfaite pour rebondir avec Titouan sur ce point-là, parce que globalement, et voilà, pour rien vous cacher, j'ai eu aussi mon père au téléphone pour parler de cette finale juste après, et la première chose qu'il m'a dit, c'est de dire voilà, la meilleure équipe a gagné, vous avez roulé sur la saison toute l'année, c'est normal que vous preniez le titre, et finalement c'est ça, c'est que alors oui, on peut nous reprocher la qualité des matchs en play-off, l'adversité aussi, Titouan en a parlé avec les blessures, etc. On peut nous reprocher plein de choses et on nous reprochera plein de choses. C'est le cercle médiatique, ça fonctionne comme ça. On reproche toujours des choses à chaque champion. Je suis le premier à reprocher le titre dans la bulle aux Lakers. Je suis le premier à dire que avec des voyages traditionnels, les Lakers n'auraient sûrement pas gagné. Donc c'est normal. Tout le monde le fait et c'est bien normal. Maintenant, si on prend le bilan complet et la saison régulière, franchement, les Celtics, c'était largement au-dessus de tout le monde. Et honnêtement, on gagne pas. Alors, j'ai plus les chiffres exacts, mais ça doit être quelque chose comme 80-21, je crois. C'est ça, je crois que c'est 80-21. Oui. 80-21, c'est un bilan exceptionnel. Et peu d'équipes ont fait autant de victoires, non, parce que peu d'équipes peuvent se targuer d'avoir un tel bilan. En fait, c'est ça qui est vraiment impressionnant dans cette équipe de Boston, c'est que du début à la fin, pour paraphraser un célèbre slogan politique, mais Boston, c'était la force tranquille, en fait. Oui. C'est vrai qu'en plus, c'est pour ça que au début,
ta question du coup qui était est-ce qu'on imaginait l'équipe aussi souveraine? En fait, ma réponse était oui et non. Parce qu'en fait, je pense que en tant que fan des Celtics, on a toujours au fond de nous un peu ces petits doutes que, par exemple, le fait de lâcher de l'avance, c'est des trucs que les Celtics ont toujours fait sur les saisons précédentes. Et en fait, il y a toujours ce côté, bah en fait, tant que je les ai pas vus gagner, j'ai toujours un doute sur leur capacité à le faire. Mais c'est vrai que quand tu regardes l'entièreté de leur saison, bah en fait, bilan de saison régulière, même bilan global, en fait, comme tu as dit, saison régulière plus playoff, et même si tu regardes le bilan face aux grosses équipes, euh, je crois, si je dis pas de bêtises, que en dehors de Denver, où on joue 2 fois Denver et on les perd, sinon toutes les autres équipes, contre toutes les autres équipes, on a un bilan à minima positif, enfin et à l'équilibre ou positif. Si tu regardes de mémoire contre les Wolves, contre le Thunder, contre les Bucks, les Knicks, à chaque fois on a au moins un bilan à l'équilibre, voire positif. Donc en fait, quand on regarde tout ça, on pouvait s'attendre à ce qui roule sur les playoffs. Enfin, je veux pas dire qu'on pouvait s'y attendre, mais disons que il y avait rien de. On peut ne pas être surpris en fait. Comme tu l'as dit, enfin comme l'a dit ton père du coup, en fait ils ont marché sur la saison, c'est pas surprenant de les voir gagner. Je pense que le côté un peu réticent, c'est, enfin euh, là où on avait des doutes, c'est le côté bah est-ce qu'ils vont vraiment être capables de le faire, sachant qu'on les a jamais vus le faire encore. Ça, c'est vrai. Et même en finale, finalement, quand on gagnait, enfin, personnellement, quand on commençait à gagner, bon, on a gagné le premier match. Dès le deuxième match, je sais pas si c'est votre cas, les gars, mais personnellement, j'étais pas ultra serein. J'étais en mode, oui, mais voilà, je pense qu'on va perdre celui-là. Et après, un partout, j'avais des PTSD de la série contre les Warriors. Est-ce qu'on va réussir à vraiment leur enfoncer la tête, même à 2-0? J'étais en mode, ouais, mais on va 2 fois à Dallas, est-ce qu'ils vont pas nous battre 2 fois, etc. Donc finalement, c'est ça, on n'a jamais vu Boston dominer autant, et de ce fait, on avait limite du mal à y croire. Et sur cette série, ce qui a été vraiment magique, j'ai envie de dire, c'est que tout ce qu'on a vu de très bon sur la saison, on a réussi à remettre ces ingrédients-là, pardon, sur le terrain finalement tout s'est aligné parfaitement au bon moment. On a eu les bons systèmes au bon moment. Nos joueurs majeurs ont quasiment tous répondu présent. Donc franchement, à la question est-ce qu'on imaginait une équipe aussi souveraine, clairement, personnellement, en tout cas avant cette finale, je n'imaginais pas. Mais, mais ce qu'on a vu, c'était vraiment l'illustration d'une équipe qui arrive en très grande forme, vraiment au moment qui compte. Et ça, je sais pas si toi tu l'attendais, Vincent, mais c'est quelque chose qui franchement, moi personnellement, m'a assez surpris. Sur les finales, ce qui m'a frappé, moi j'étais plutôt de l'équipe, j'avais mis un message sur notre groupe privé où je nous voyais, enfin je trouvais que le match 2 était déjà très décisif parce qu'à 2-0 pour nous, je nous voyais difficilement perdre, dans le sens où une équipe assez détendue qui arrive en menant 2-0 à Dallas, je les voyais bien en prendre un sur les deux. Mais en tout cas, ce qui m'a frappé sur ces finales, c'est quand on prend des énormes runs. Dans le deuxième match, on prend pas un 22 pour dans le troisième quart-temps, quelque chose comme ça pour qu'ils reviennent. On a une gestion, ouais, dans le troisième, ouais. Dans la gestion des runs adverses, je les trouvais bien meilleurs qu'historiquement. Un Mazzulla meilleur, des cadres meilleurs, qui arrivent à maturité très certainement. Je pense qu'on en reparlera, mais ils sont à maturité. Donc effectivement, en fait, ils nous ont fait voir des choses qu'on n'avait jamais vues. Attention aussi, peut-être qu'on est peut-être un peu biaisé déjà par la victoire. Et le fait que est-ce que Dallas avait vraiment les armes pour nous embêter plus que ça, c'est-à-dire qu'ils ont fait des gros runs. Dans nos victoires, ils font des gros runs. Dans les 3 premiers matchs, on encaisse des gros runs, mais est-ce que c'était pas juste un push un peu desperado et que finalement ils étaient quand même loin au niveau et on n'était pas si en danger que ça. Ce qui est sûr par contre, c'est que le groupe était mature, ça c'est une certitude. Et en fait, quand on regarde les mecs qui ont joué, enfin là ils ont quand même beaucoup de matchs de playoff, une énorme expérience. Ça, je pense que ça compte quand même à un moment ou à un autre quand même. Sur le truc des runs, c'est Azad qui disait, alors bon du coup c'est un compliment un peu négatif, mais qui disait que les Celtics
ils avaient l'habitude de prendre des grosses avances les saisons précédentes déjà, mais ils avaient aussi l'habitude de voir de perdre assez facilement cette avance dans le troisième voire le quatrième quart-temps. Et Azad disait en fait cette année ils font la même chose, c'est juste qu'ils sont tellement forts qu'ils prennent suffisamment d'avance pour que même ils se prennent un 22 ou qu'ils se fassent remonter de 15-18 points, bah en fait ils aient toujours un petit matelas de sécurité pour gérer la fin de match. Et je pense que ça, c'est une des raisons qui explique que bah, qu'ils aient réussi à tenir face au run de Dallas. D'autant plus que pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que bah il y a peut-être le côté où tout simplement Dallas avait pas les armes. On a souvent parlé de l'équipe à abattre pour les Celtics, c'était les Nuggets, et que s'il y avait une finale Denver-Boston, c'était pas sûr que Boston gagnait. Bon, déjà, je veux pas dire que c'est vrai ou faux. Le problème, c'est que bah, tant que ça arrive pas, on pourra pas savoir. Ça se trouve, le Celtics aurait quand même gagné. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je pense qu'en termes de match-up, de ce que Denver propose offensivement et défensivement par rapport à ce que propose Dallas offensivement et défensivement, effectivement, je pense qu'on était mieux armés pour battre Dallas. Et surtout, Dallas avait moins les armes pour embêter notre défense, en fait. Donc c'est en ce sens où effectivement il y a ce jeu de match-up qui a été à notre avantage, mais là encore je veux pas enlever le crédit aux Celtics. Faut pas oublier que n'importe quel champion NBA, sauf si tu t'appelles les Warriors avec KD et où en fait bah t'es juste trop fort individuellement déjà, mais sinon n'importe quel champion a toujours des concours de circonstances ou des match-ups qui les avantagent. Là effectivement le fait de rencontrer Dallas c'était peut-être un petit avantage par rapport à si ça avait été Denver. Justement, bah, on va on va revenir sur ce que disait Azad. Déjà, je pense que s'ils sont venus, c'est parce qu'on n'a pas assez vidé les corners, mais non, on l'embrasse Azad, il comprendra pourquoi je fais cette petite vanne. Mais on va revenir sur justement sur la série. Je vous ai posé une question en off, c'est finalement comment Boston l'a fait. Finalement, quelle est la principale clé? Quelle est la principale clé? Qu'est-ce qui a fait que Boston justement est parvenu à dominer Dallas? Et toi, justement, Vincent, quelle est cette clé pour toi, cette première clé de la série? Ah, c'est compliqué là, il y en a plein des clés. Je pense qu'on a été meilleurs. Et voilà. C'est vrai. C'est vrai. Je pense il y a un jeu des maths, moi, qui m'intéresse sur cette série là, sur les petites recherches que j'ai pu faire. Sur la série Boston, ils n'ont pas perdu la bataille des possessions. Globalement, les deux équipes, elles ont perdu à peu près le même nombre de ballons. On a pris à peu près le même nombre de rebonds offensifs qu'eux. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que Boston prend un tir sur deux à 3 points, donc prend beaucoup plus de 3 points. Les deux équipes, elles ont mal shooté. Quoi qu'il arrive, les deux équipes ont mal shooté. Sur la série, Boston à 33,8%, Dallas à 31,6% à 3 points. La grosse différence, c'est que Boston met en moyenne par match 14 3 points quand Dallas en met 10. On a 12 points de décalage. Une autre force qui aurait pu être celle de Dallas, ça aurait été d'aller plus sur la ligne des lancers francs. Ils ont été un petit peu plus, mais ils ont été bien moins performants sur la ligne des lancers francs. Résultat, en moyenne, on a mis 2 points de plus sur les lancers francs que Dallas. Sur un jeu purement mathématique, s'ils ne nous battent pas sur la bataille des possessions, et qu'on prend, et donc on met plus de 3 points qu'eux, et qu'on met plus de points sur la ligne des lancers francs qu'eux, ils peuvent pas nous battre. En fait, pour moi, c'est à moins qu'il y ait une énorme différence dans la peinture sur les tirs à 2 points, mais on est très performant proche du panier parce qu'on y va peu, mais quand on y va, on y est performant. En fait, pour moi, ils ont un peu annihilé Dallas dans ce sens sur du jeu mathématique. Alors, c'est pas très tactique, je viens de dire, c'est vraiment un truc très mathématique, mais je pense qu'on peut jouer cette équipe beaucoup de fois. On la battra beaucoup de fois sur un jeu purement mathématique, tout simplement. Et de par notre personnel, je pourrais redonner des chiffres plus tard, notamment le supporting cast, qui est il y a vraiment une énorme différence sur les supporting cast des deux équipes où on a un supporting cast qui, à mon avis, est bien plus fort. Autant ils ont le meilleur joueur, autant le supporting cast, on le savait avant le début de la série, on lisait pas trop fort, on voulait pas trop la ramener et se porter la poisse, mais nos Holiday, White, Horford, Porzingis, quand il a joué, c'est bien plus fort que les role players des Mavs.
Justement, puisque tu parles de match, me permet de faire un peu de pub. Alors ça nous concerne pas du tout, la pub, mais il y a un très bon article aujourd'hui de The Athletic. C'est Jay King, une fois n'est pas coutume, qui a fait ce très bon article, qui parle justement en fait de la transition de l'année 1 de Mazzulla à l'année 2, et on a des déclarations notamment des joueurs, à leur fort en tête, qui expliquent que finalement cette année tout était différent dans le sens où tout était vraiment cadré, et notamment cadré d'un point de vue analytique. Donc je vous invite à le lire pour pas vous donner toutes les infos de cet article. Franchement, très très bon article de Jay King. Et voilà, Titouan, toi justement, quelle était ton autre clé outre les maths que Vincent nous a largement exposé? Toi, c'est quoi la clé pour toi? Bah, alors c'est vrai que ça rejoint, il y en avait, moi j'en avais noté deux, mais il y en a une qui rejoint un peu ce que disait Vincent, c'est le fait de laisser les shooters de Dallas ouverts. Et j'ai mis shooter, même dans mes notes, j'ai mis shooter avec des guillemets, parce qu'en fait, les Derrick Jones Jr., les PJ Washington, tout ça, on savait que c'était pas des shooters naturels. Et en fait, ils ont eu des coups de chaud face aux Wolves, face aux Thunder, qui leur ont permis en fait d'ouvrir le jeu et de gagner leur série. Mais en fait, les Celtics ont parti pris en défense de se dire, on les laisse shooter parce que vu que c'est pas des shooters naturels, en fait, on va pas on peut se permettre de leur laisser prendre leur tir parce qu'il y a peu de probabilité qu'ils arrivent à les mettre, même si ça peut toujours arriver, mais il y a quand même moins de chances que ça arrive. Et du coup, ça permettait à, aux Celtics, aux joueurs des Celtics, de venir en aide régulièrement sur des drives de Kyrie ou sur des drives de Luka et d'être constamment en aide pour couvrir la passe en lob ou pour couvrir les drives de Luka, même si Luka a quand même shooté, mais contrairement à ce qu'on a beaucoup pu voir surtout au début de la série, enfin qu'on a beaucoup pu lire sur les réseaux sociaux notamment, on a la défense de Boston n'a pas du tout laissé Luka faire son truc. Au contraire, on a été assez agressif, je trouve, sur les stuns, sur les aides à chaque drive de Luka. Donc ça, pour moi, c'était une des clés du match. C'est vraiment le fait de venir boucher la raquette et se concentrer sur les drives de Luka, quitte à laisser des shooters qui sont pas en fait des shooters naturels prendre leur tir à 3 points en étant assez ouverts. Si tu veux, j'ai les chiffres du coup. S'il y a des trucs à retenir, et on va beaucoup parler des 3 points, c'est deux équipes qui en prennent beaucoup, et notamment nous qui en prenons énormément. Faut retenir que les 4 stars, Tatum, Brown, Luka et Kyrie, ils ont horriblement mal shooté à 3 points. 26%, 23%, 24%, 27%, c'est sous les 30, c'est cata. Les supporting cast, Holiday, White, Allerford, Hauser, on est à 42, 39, 47 et 47,8% pour ces 4 joueurs-là. Ils ont été excellents à 3 points. Pendant que les PJ Washington, Derrick Jones Jr. et Josh Green, alors je mets d'abord Washington et Jones Jr. 27%, 25%. Et on a un Josh Green qui est à 54%, mais qui est en fait sur un tout petit volume, parce qu'il a boosté ses stats avec un 3 sur 3 ou un 3 sur 4 dans le dernier match. Mais en fait, globalement, Dallas, ils n'ont pas trouvé de role player régulier qui est capable de rester sur le terrain sans trop être attaqué défensivement, et qui de l'autre côté met ses 3 points. Et je pense qu'en fait, ils pouvaient plus. À partir de ce moment-là, il aurait fallu que Luka en mette 45 à chaque match. Enfin, il y avait plus trop de solutions à partir du moment où, déjà de base, je pense que Boston, ils sont largement capables d'ignorer des shooters. Très franchement, ils l'ont fait tous les playoffs, et ils sont capables de, à mon avis, ils ont aucun problème à vivre avec le fait qu'il y a un role player un peu lambda qui a pas un gros historique à 3 points les-dessus. C'est pas un souci. Mais alors là, ça a été renforcé par les 2 premiers matchs notamment, où les role players mettent pas un tir, quoi, tout simplement. Donc c'était un peu l'autoroute après derrière. Finalement, le seul qu'ils ont trouvé, c'est Josh Green dans le match 5, qui a vraiment, pour le coup, été adroit dans ce match 5, mais c'était clairement trop tard pour les Mavs. Mais je suis sûr que tu vois, ils rêvent d'un Sam Hauser, ces mecs-là. Hein. Ils rêvent parce que Sam Hauser, c'est 4 tous les matchs qu'il en prend. C'est un vrai volume. Combien de franchises ne rêvent pas de Sam Hauser? Ouais. Soyons sérieux. C'est pas faux. On peut parler des pourcentages aussi de Peyton Pritchard, mais uniquement entre le milieu de terrain et la ligne de sortie, mais de son camp. Hein. C'est là où il est vraiment. Hugo, d'ailleurs, petite question, on n'a pas discuté, on fait une discussion en direct en podcast. Le fait qu'il rentre 3 secondes en mode special team, un peu comme en NFL, t'as dû adorer. Moi, j'adore. C'est clairement ce que j'attends de Peyton Pritchard sur
sur des finales. Hein. On a vu qu'il était et je donne raison à Azad. Voilà, je vais le dire et je lui ai dit en face. Hein. Pritchard sur les finales, c'était difficile. On va pas se mentir et au moins c'est bien parce que cet été, on sait que Pritchard est un bosseur, etc. Donc cet été, je pense il va ruminer ces finales NBA en se disant merde. C'est vrai que oui, ok, je suis champion, mais j'ai pas trop contribué en finale, comme il l'a fait l'année dernière au final sur la saison régulière. Donc on espère qu'il va travailler en ce sens. Mais non, sur les finales, bon, en special teamer, c'est ce qu'on veut de Pritchard parce que c'est là où il a le meilleur. Je crois que la NBA avait sorti une stat, mais c'est assez lunaire, c'est-à-dire que sur les tirs, alors je sais plus la stat exacte, mais sur les tirs en fin de possession et fin de carton, enfin vraiment quand il reste moins de 3 secondes sur l'horloge, je crois, il est à 11 sur 26 à 3 points, c'est n'importe quoi. Clairement, c'est pour un joueur role player comme Peyton Pritchard déjà qui en tire 26, et encore c'était avant la finale, donc il doit être à 27 maintenant. Je trouve Sachant que dans le lot, il y en a du milieu de terrain. Ah oui, non, mais il y en a, je pense que la plupart sont des 3 points un peu, alors peut-être pas du milieu de terrain, mais des trucs à 9 mètres, etc. Franchement, la stat est assez folle. Ouais, Donc ouais, bon, après Pritchard, voilà, il a fait ce qu'il a pu, c'était pas fameux, mais finalement ce qui est bien, c'est qu'on avait des doutes avant la saison, on en reparlera un peu après dans le troisième point que je souhaite aborder ce soir, mais on avait pas mal de doutes sur l'effectif et au global, tout le monde a plus ou moins répondu au présent, donc ça c'est clairement une win pour nous. Et je vais vous donner très rapidement ma clé, moi en tout cas en attaque. Pour moi, l'artisan, alors on parlera, on en a parlé déjà, on en reparlera des joueurs, mais la clé principale pour moi, c'est Joe Mazzulla. On a été nombreux à le critiquer. Assez peu de personnes ont finalement pris sa défense publiquement, on va dire l'année dernière. Je parle pas en France, hein, mais même dans les médias américains, même de certains analystes, etc. Pas mal critiqué son travail. On peut dire à raison, notamment sur les playoffs de l'année dernière. Mais en tout cas, cette année, qu'importe le moment, en fait, du début à la fin, il a été un des tout meilleurs coachs de la ligue. Et encore en finale, alors certes, c'est Jason Kidd, et voilà, on peut reprocher tout ce qu'il veut à Jason Kidd, etc. Mais il lui a donné une leçon de coaching. Là, je voyais le trade de Guillaume, Basket Lab, qu'on salue, hein, pour tout le travail exceptionnel qu'il a livré, qu'il livre tout le temps et qu'il a livré sur cette finale. C'était franchement exceptionnel. Je me souviens de son analyse du Game 3 qui durait 1h11 là sur Twitter. Franchement, c'était assez beau à voir, mais voilà, donc qui mettait en lumière justement le travail de Joe Mazzulla sur le match décisif et comment il a cuisiné finalement Jason Kidd pour permettre à Boston d'obtenir des drives, enfin des paniers faciles auprès du cercle. Donc non, Joe Mazzulla, je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais franchement, série XXL et saison même XXL pour lui. Ouais, moi j'avais justement encore un point notamment du côté offensif, une clé de la série qui justement rejoint un peu ce que tu disais sur Mazzulla. Moi, ce que j'ai bien aimé et qui pour moi a vraiment été un tournant, c'est comment on a bien utilisé les switches défensifs des Mavs. En fait, les Mavs voulaient vraiment concéder le moins de retard possible en fait à chaque écran. Et vu qu'on a des gardes qui font de très bons écrans, on a pu proposer des pick and roll avec parfois du Derrick White ou du Jrue Holiday en tant que screener et pas en tant que porteur de balle. Et les Mavs étaient un peu forcés de switch et du coup on avait parfois des séquences où ça éloignait le big, donc Lively ou Gafford de la raquette, ce qui permettait de plus avoir de protecteur de cercle près de la raquette et donc d'avoir des lignes de drive et donc des finitions près du cercle beaucoup plus simples, ou notamment on en a beaucoup parlé et justement Guillaume aussi en a beaucoup parlé, la fameuse utilisation de Jrue Holiday dans le dunker spot en fait. Et ça, c'est une patte Mazzulla. Et je trouve que c'était une très bonne adaptation et un truc vraiment bien joué de sa part, cette utilisation-là. Notamment, d'ailleurs, on en parle face aux Mavs, mais on l'avait vu un peu dans le même style, un peu face aux Heat et face aux Cavs, où on voyait un Tatum qui était très loin, défendu par Mobley ou défendu par Bam.
pour obliger le protecteur de cercle à être loin de la raquette et en fait permettre à des Jrue Holiday ou des Derrick White de finir facilement près du cercle parce qu'il n'y avait plus de protecteur de cercle. Donc ouais, un gros bravo aussi à Mazzulla pour les systèmes offensifs qu'il a mis en place qui ont été très intéressants, je trouve. Je suis d'accord avec vous. Il s'est fait une vraie réputation sur ce titre, sur ce run de playoff. J'ai encore une ou deux questions. Pour l'instant, j'estime sur ce run de playoff qu'on joue aucune énorme défense. Il n'y a aucune défense qu'on joue qui est vraiment élite. Il y avait des cibles évidentes. Il n'y avait pas besoin d'avoir fait, je sais pas quelle école de basket, de coaching en basket pour voir les cibles entre Tyler Hero, Darius Garland. Contre les Pacers, ça avait été Haliburton. Enfin, il y en avait plein à cibler. Là, clairement, notamment Doncic en l'attaquant à répétition, c'était pas compliqué. Je serais curieux et j'espère vite le voir l'année prochaine sur une défense avec moins de faiblesse. J'ai trouvé que par exemple Dallas en finale, pour revenir à la série, nous avait laissé dans un trop grand confort. Justement, trop de switch facile, pas trop de pression sur la balle. J'ai trouvé que Brown fait des très bonnes séries parce que, à mon avis, on l'a pas mis dans l'inconfort. Alors certes, il a progressé, certes, il a été excellent, mais tout ce qu'on avait pu voir faire un Eric Spoelstra l'année dernière, ou même depuis des années, pour nous mettre dans l'inconfort, j'ai trouvé que là, Kidd nous a laissé attaquer dans le confort et que ça n'avait pas été si compliqué que ça. Alors c'est un biais parce que du coup on roule sur la série et du coup tout paraît facile, mais d'un œil extérieur, même si c'est pas moi qui ai les clés, qui aurait pu dire il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça, je nous ai trouvé très souvent dans le confort en attaque et on a réussi à gagner facilement la série sans bien shooter, alors que c'est quand même une de nos, on se posait toujours la question, on se disait toujours oh là là, mais quand les 3 points vont pas rentrer, comment on va gagner? Donc là, de ce point de vue, il y a du crédit à donner à Mazzulla et à mon avis du discrédit un peu sur la série de Kidd. Alors, est-ce qu'il avait pas le matos? Est-ce qu'il a pas eu les idées ou un peu des deux? Je laisserai juste chacun. Mais Mazzulla fait d'énormes playoffs. Tout le monde salue en plus son côté humain. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Alors est-ce que c'est dû à la victoire et tout est beau, tout est rose? Je pense pas. C'est assez unanime apparemment. Comment ça s'est passé cette année dans le groupe? Les joueurs ont l'air de le suivre à fond. Jeff Van Gundy qui était venu là en coach un peu extérieur a eu des mots assez élogieux envers toute la franchise, envers tout comment ça s'était passé avec Brad Stevens, avec Joe Mazzulla et tout le coaching staff. Donc que du bon pour cette année. Et moi, il me tarde de le revoir l'année prochaine contre des adversaires encore plus forts et qui nous prouvent que les moindres petits doutes que je peux avoir, je me trompe. Sachant qu'en plus, lui, j'imagine qu'il évolue aussi beaucoup. C'est un super jeune coach. Donc voilà. En tout cas, on espère qu'il te fera encore mentir l'année prochaine, même si. Mentir, t'as vu, c'est juste, mais des petits bémols, quoi. Alors, qui répondra en tout cas à tes interrogations. C'est comme ça que j'aurais dû le dire, tu as raison. Après, alors, justement, pour te répondre, c'est vrai que le spacing aussi de Boston fait beaucoup, dans cette facilitation du travail, parce que Azad le disait souvent dans ses vidéos YouTube, que je vous invite d'ailleurs à regarder, mais le spacing de Boston est vraiment élite cette année. Et forcément, ça facilite, le job de n'importe quel coach. C'est assez facile. Finalement, c'est un peu ce qu'on dit dans le podcast NFL que je fais en parallèle, mais souvent il y a des quarterbacks, qui sont un peu aux commandes d'une Ferrari, mais on leur demande, alors ils sont aux commandes de la Ferrari, on leur demande juste de l'amener à l'arrivée, quoi. Et Mazzulla, il est aux commandes d'une Ferrari cette année. Il a réussi à l'amener à l'arrivée en la sublimant un petit peu, en la poussant un petit peu dans les virages. Mais voilà, c'est vrai qu'on attend quand même la confirmation l'année prochaine. Est-ce que c'est pas le meilleur spacing quasi de l'histoire? Les Warriors avec KD, c'était chaud. Hein. Oui, ça se tient. Il y a match. Ça, mais oui, c'est tout en haut. Ouais. Alors, justement, là, on a parlé de notre attaque. On va revenir rapidement sur les clés défensives. On a parlé tout à l'heure de la façon avec laquelle, on a étouffé Doncic. Moi, il y a un truc aussi que j'aurais aimé souligner en défense. C'est justement, alors, outre le fait d'étouffer Doncic, et surtout sur le match, le match qui m'a vraiment marqué, c'est le premier match, c'est le match 1, dans le sens où il fallait qu'on rentre fort dans cette série. Et alors oui, on a étouffé Doncic, mais surtout, ce que j'ai adoré, c'est la manière avec laquelle on a vraiment défendu le pick and roll. C'est-à-dire que Doncic avait pas la possibilité, parce qu'on le sait, Doncic c'est le premier à pull up
derrière les écrans si jamais on n'est pas agressif. Mais là, il y avait vraiment des changements qui étaient efficaces, qui arrivaient au bon moment. Et même les bigs, à leur Ford de premier, alors je critique à leur Ford cette saison, mais sur la finale, franchement, assez peu de choses à lui redire. Il mérite son titre, il a été exceptionnel sur la finale. En plus, il a dû jouer un paquet de minutes parce que Porzi a été blessé. Donc, à leur Ford, c'était le premier à sortir très fort sur les pics avec Doncic. Et je pense que outre le manque de réussite dont parlait Vincent, Doncic, on l'a surtout senti, mais totalement cramé sur la série. C'est finalement le seul match où on sent qu'il a un peu de jus, c'est le match 3. Mais derrière, là, sur le match 4, pardon, le match que Dallas gagne au final. Et là, sur le match 5, j'ai senti à Doncic totalement cramé à partir de la 15e minute. Et alors ça, je le mettrai d'abord sur le crédit de la défense sur pick and roll, mais aussi au crédit, et je suis obligé d'en parler, au crédit de Jaylen Brown, qui lui a fait quand même vivre je vais pas dire un enfer, mais dans le duel physique, il est allé au contact à chaque fois, et le fait pour Doncic de devoir aller chercher le ballon, de chercher à se démarquer, il a dû laisser pas mal de jus là aussi. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. J'ai trouvé notamment dans le dernier match, ça va sauter aux yeux, t'as raison. Clairement, il était carbonisé au bout de, tu dis 15 minutes, même peut-être, je me demande si sur 2-3 replis, c'est assez dramatique. Et j'ai aimé le fait que on pousse le tempo. En fait, c'est pas si c'est une stratégie qui est pas si compliquée que ça. C'est une attaque qui tourne autour d'un mec, de deux, mais surtout d'un, et dont tout le monde sait qu'il est certainement blessé, avec des bobos de partout, qu'il a pas le meilleur cardio de l'histoire, qui peut être sujet à de la fatigue et à des mauvaises prises de décision. Et en plus, on va lui en demander énormément des prises de décision. Ben les gars, allons-y, faites-le courir, battez-vous, impactez-le, même si il est énorme. Et effectivement, t'as raison, Jaylen Brown a fait un super boulot, même pour batailler dans les écrans. Nous, on a vu pendant des années à Boston beaucoup de switch, mais des fois du switch trop facile, un peu trop ce que Dallas nous a donné, je trouve. Là, j'ai trouvé que ça avait bataillé, c'est-à-dire que pour obtenir un switch, il fallait que Dallas bataille. Et pareil, là, sur le dernier match, Jaylen Brown qui allait pas le chercher en pressing tout terrain, mais qui commence à le défendre tôt dans la possession, donc on gratte 3-4 secondes à la mise en place du système. C'est beaucoup de bonnes attitudes qui mènent à un titre, tout simplement. Je pense que c'est beaucoup d'intensité non-stop qui amène à ce titre et à la domination physique, notamment de Boston, peut-être grâce aussi à un parcours un peu plus facile en playoff, on peut le dire, faut pas se cacher. Et sur la défense du pick and roll, ce que j'ai bien aimé, et là on va encore faire des éloges à Mazzulla, mais j'ai bien aimé le fait qu'il mette en place ces principes de pré-switch, en fait, où on l'a vu beaucoup, notamment quand Porzingis a joué au début de la série, mais même après, où en fait on sent que les Celtics voulaient pas que des Porzingis ou des Al Horford soient trop impliqués dans la défense du pick and roll. Et ils voulaient les garder près du cercle. Et du coup, c'était intéressant de les voir. On a vu pas mal de séquences où en fait, on voyait des Porzingis demander faire des pré-switch en voyant que Luka allait demander un pick and roll pour justement rester près du cercle et pousser un Derrick White ou un Jaylen Brown ou un Tatum à aller défendre le pick and roll plutôt que nos intérieurs. Et ça, je trouve que c'était un bon move de la part de Mazzulla parce que entre un Porzingis diminué physiquement et un Al Horford de 38 ans, aussi bon soit-il, tu voulais pas trop les voir impliqués dans du pick and roll mené par Luka Doncic. Porzingis, en tout cas, on l'a vu sur le dernier match, on voulait pas le voir impliqué sur le pick and roll, ça c'est sûr. Et de ce qu'il en a dit et de ce qu'on a compris, finalement, il pouvait limite pas bouger. Donc ça c'est sûr qu'on espérait pas trop le voir sur le pick and roll après ça. Donc ouais, d'ailleurs qu'il va se faire opérer Porzingis, donc on n'a pas encore d'infos sur le processus de guérison, etc. Mais c'est fort possible qu'il rate le début de la prochaine saison. En tout cas, ça c'est certain. Mais voilà, donc défensivement, finalement, l'impact de Boston sur le pick and roll a été clairement un atout. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, les gars, sur la défense? Sur la défense, moi j'ai surtout une chose, c'est si on enlève Pritchard, est-ce qu'il y a un mec qui nous a déçus défensivement? Je crois pas. Et encore Pritchard, est-ce qu'il nous déçoit Pritchard? En fait, moi je pense qu'il était à son niveau en fait.
mais il y a aucun mec qui s'est échappé entre guillemets, donc ça c'est. Alors, je me l'étais noté, mais j'ai pas osé le dire. Mais du coup, vu que tu me tends la perche, je le dis. Je fais un peu mon homer, mais petit clin d'œil à Hauser quand même, qui a beaucoup été ciblé et qui, je trouve, a plutôt bien tenu le coup, même si des fois il a été pris à défaut, mais je trouve que il a plutôt bien tenu le coup. Et comme tout à l'heure vous l'avez dit, que Jalen Brown a été très bon défensivement, parce que il faut le reconnaître, hein, finalement, en dehors de Pritchard, qui pour le coup il nous a pas déçus parce qu'on savait que ça allait être compliqué pour lui défensivement, mais qui pour le coup a vraiment été ciblé régulièrement défensivement, et parfois il y a eu des séquences où c'était vraiment très compliqué. En fait, en dehors de Pritchard, on a quasiment aucun défenseur négatif, je trouve, sur ces finales NBA. Et très clairement, c'est pas une surprise que Hauser tienne. Alors oui, il a pris des paniers sur la tête, mais c'est que des paniers durs, quoi. On le sait maintenant depuis 2 ans pour regarder tous les matchs. Il y a eu des articles de sortie parce que Hauser, dès qu'il mettait un pied sur le terrain, était ciblé. Et j'aimerais bien qu'il y ait une stat qui sorte sur les 2 ans sur des ISO sur Hauser. À mon avis, on n'est pas mal du tout. Il y a aucun problème avec ça. Enfin, on peut vivre très longtemps avec ça. Et pourtant, là, il avait face à lui quasiment peut-être 2 des 10 meilleurs joueurs d'isolation de la ligue. Et ben, ça s'est très bien passé. Surtout que je veux dire, c'est un joueur qui joue 15-20 minutes par match, tu vois. C'est comme Pritchard en soi. Pritchard, c'est embêtant quand il se fait cibler, mais je veux dire, s'il joue 10 minutes par match, c'est quand même moins embêtant et on lui est beaucoup tombé dessus pour ça, que quand c'est ton Jalen Brown qui joue 35 minutes par match, quoi. Exactement. Alors ça, c'est un large débat. On pourrait revenir au niveau coaching, mais je trouve justement que le fait de vouloir constamment attaquer un soi-disant mauvais défenseur en ISO, c'est toujours un très mauvais choix. Mais autant justement essayer de l'impliquer au maximum sur du pick and roll, sur des choses comme ça. Là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que de voir le cibler sur un quart de terrain. Mais ça, c'est un débat coaching que l'on pourrait avoir pendant des heures, et ça serait très intéressant d'ailleurs d'en parler pendant longtemps, parce que franchement, c'est un débat qui est assez large. Et Hugo, d'ailleurs, c'est super intéressant. C'est aussi une de nos victoires de l'année. C'est-à-dire que l'année dernière, on avait vu beaucoup de mismatch, de chasse au mismatch pour attaquer en ISO, même pendant la saison régulière. C'est peut-être une des plus grosses victoires qu'on a eues sur ce run de playoff. On reste une équipe qui a été chasser les mismatchs, chercher le défenseur faible, mais pas forcément. On a fait finalement peu d'ISO dessus. C'était surtout pour aller chercher un premier décalage, faire du drive and kick ou aller trouver un shooter démarqué, ou surtout créer ce premier décalage, vu que on n'a pas ce joueur qui va action après action, grâce juste à un pick and roll, créer des décalages. Et ben on a réussi à les trouver en allant cibler le moins bon défenseur, et vraiment je pense que c'est une énorme victoire, ça, encore une fois. C'est une spéciale Mazzulla, mais il le mérite bien, sur l'utilisation de cette chasse au mismatch qui a été excellente. Justement, Vincent, tu me fais une passe décisive digne du playmaking de Peyton Pritchard pendant le garbage time. Ah oui, d'accord. mais voilà, en fait, tu parles de chasse au mismatch. Et ben, le meilleur exemple, et on l'a crié avec Titouan notamment pendant des années, c'est Jalen Brown. Jalen Brown qui est dans cette série a été vraiment le chasseur de mismatch, le finisseur parfait, dans le sens où souvent on menait l'action, on créait des systèmes même pour que Jalen Brown se retrouve dans une situation où il n'avait qu'une chose à faire, c'était de chasser le mismatch et de le détruire sur le 1 contre 1. Il l'a fait parfaitement, et quoi de mieux finalement que pour lui en tout cas. Alors c'est ce qu'on disait, on espérait le voir dans ce rôle. Il a pris ce rôle sur ses playoffs, et comme un symbole, j'ai envie de dire, il a été MVP des finales. Donc Jalen, voilà, tu as compris, maintenant continue. Je crois que c'est dans le match 3 d'ailleurs qu'il y a genre 2 ou 3 attaques presque d'affilée où il y a si je dis pas de bêtises, il y a un espèce de pick and roll Jalen Brown d'Eric White, ou avec Jrue Holiday, je sais plus, dans le corner, et où en fait Jalen Brown récupère le ballon, il est en rythme, enfin il est déjà lancé, et en fait il a Kyrie en face de lui, et en fait athlétiquement il a juste à faire 2 pas, un dribble, et il est au cercle en fait. Et on l'a même vu ne pas forcément finir, mais même faire des passes, vraiment
C'est vrai que on est sur la minute Jalen Brown, vraiment bravo à lui, parce que gros effort défensif. Il a été très bon en défense, même si bon, il y a quelques séquences où off-ball, il a eu des oublis, mais globalement très bon défensivement et offensivement, comme tu as dit, dans ce rôle de slasher. Et là où moi j'ai le plus été surpris, parce que je le voyais pas, enfin, je m'attendais pas du tout à ça de sa part, le côté un peu connecting, passing, tu sais, une fois qu'il attaque son close-out ou une fois qu'il slash vraiment vers le cercle, quand il remonte un pin down ou ce genre d'action et qu'il attaque vers le cercle. Il a été capable de faire un peu de kick-out, de choses comme ça, donc très agréablement surpris je vais pas parler encore de playmaking, mais ouais, du côté un peu ouais, création, connecting de Jalen Brown. Et voilà, donc Jalen Brown, MVP des finales. On va pas rentrer dans le débat. Est-ce que c'était mérité ou pas? Franchement, on pourrait en discuter, mais bon, il l'a eu et tant mieux. Euh, mais Vincent, qu'est-ce que tu as pensé toi de sa série à Jalen Brown, de ses playoffs dans une globalité, même de sa série comme tu veux. Qu'est-ce que tu as pensé de Jalen Brown, j'ai envie de te dire. Bah, bluffé, Tito en parlait à l'instant, ouais, bluffé, pas vraiment surpris, il reste dans une progression constante. On a tous souligné cette année qu'il a fait une meilleure année, même si les chiffres lui rendent pas vraiment hommage, mais pour le coup, on l'a fait toute l'année, tu l'as fait. Même si je ressortirais tes takes sur Jalen Brown, je vais tout réécouter. Faut que je fasse une compile. Mais oui, vraiment, vraiment surpris. Souvent on dit ah tiens le jeu a ralenti pour lui. Est-ce que c'est le cas? Tu parlais des petites passes dans le dunker spot ou des kick-outs. C'est des choses qu'on voyait de temps en temps, mais rarement. Il a des stats à la passe, à la hockey assist sur ses finales qui se rapprochent de celles de Tatum. Alors que normalement il y a un vrai écart entre les deux de ce point de vue. Donc ouais, vraiment excellent. On a vu moins de pertes de balles, moins de dribbles sur le pied ou le genou, ce qui est très pratique pour garder la balle entre les mains. Je l'ai vraiment trouvé excellent. Et il n'a pas été dépendant de son shotmaking. Il fait pas une énorme série. Il finit la série pas bien avec son shoot, mais en fait on lui en veut pas. Vous disiez qu'il avait été bien utilisé. Ben oui, il est pas bon en défense off ball. Il le sera peut-être jamais, ou tout du moins jamais très bon. Ben on l'a mis sur le ballon. Vas-y, va prendre le meilleur joueur adverse. Et c'est ce qui lui va le mieux. Et en plus on sent que c'est le genre de défi qui le transcende un peu. Donc vraiment pas grand chose. En fait, je pense qu'il a un peu transcendé son rôle, d'où son MVP des finales, et ça fera peut-être la transition avec ce qu'on parlera quand on parlera de Tatum, mais il a un peu sublimé son rôle, pendant que peut-être Tatum n'y a moins répondu, mais du coup, que du positif pour Jalen Brown. Et puis moi, vous savez que je l'aime beaucoup, donc ça me fait plaisir à titre personnel aussi. Et tu parles justement de Tatum, Tatum décrié par certains médias. On va simplement répondre en disant que il serait question, de regarder les matchs pour ces médias, parce que alors oui, il fait pas les stats du siècle, mais dans l'impact, on a quand même un très très grand Jason Tatum. Je l'ai trouvé très présent sur la série, notamment en playmaking, à l'image de son match, du match final, le match 5, où à la mi-temps, il est déjà à 9 passes décisives, je crois, et 9 passes décisives, c'est pas en plus des petites passes décisives, c'est vraiment des choses. Des choses avec des lectures parfaites ou des actions où il initie vraiment de A à Z. Je pense à sa passe là quand il drive et il ressort dans le corner opposé pour un shoot à 3 points justement de Jalen Brown. Mais ça montre en fait le match 5 pour moi, il montre vraiment tous les progrès de Tatum, et il montre aussi sa capacité, ce qu'il a eu cette saison, et c'est sans doute ce qui nous a fait gagner, à finalement accepter de laisser les autres être en premier plan. Il a accepté finalement, et d'ailleurs on le voit dans certains matchs de ses finales, si on prend le premier shoot qu'il a pris, parfois même le premier panier qu'il a marqué, ça venait au bout de, je sais pas, 6-7 minutes de jeu, et ça c'est un truc qu'on ne voyait pas, qu'on n'a jamais vu avec Tatum avant cette saison. Et c'est pour ça que tous ceux qui le critiquent, je pense que ils ont trop été habitués au Tatum d'avant, et ils n'ont pas encore, en tout cas, acquis le fait que c'était un joueur différent cette année, et un joueur bien plus altruiste et globalement bien meilleur.
Mais en plus c'est un peu de l'hypocrisie quand même parce que le Tatum qu'il était avant, donc un peu le côté scorer first et un peu entre guillemets à la Kobe, en fait c'était ces mêmes personnes qui étaient les premiers à taper sur Tatum en disant ouais mais le gars il pense qu'à son scoring mais il est pas du tout efficace, il se prend pour Kobe, mais enfin voilà. Et en fait là on a un Tatum qui est comme tu as dit bien différent, qui est plus orienté dans le playmaking, dans la création, vraiment dans la création, pas que pour lui, mais dans la création d'équipe. Et en plus, il est très bon là-dedans. Alors, il est peut-être pas encore élite, mais il est très bon là-dedans. Et en fait, les gens seront encore pas contents. Donc, c'est vrai que il y a le côté un peu, qu'est-ce que tu veux dire de plus en fait? Si le gars il se focus sur son scoring, ça va pas. Là, il se focus sur le passing, ça va pas non plus. Donc ouais, non, franchement, moi j'ai trouvé sa série vraiment très bonne, pas parfaite parce qu'effectivement on aurait voulu voir un peu plus de shot making, un peu plus de réussite au tir. Mais moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les tirs qu'il prend, c'est pas des mauvais tirs. Il y a, je crois que alors je sais plus, je crois que c'est le match 4 justement, le match qu'on perd, où il prend un peu plus de pull-up, de fade away, de shoot comme ça qu'on n'aime pas trop qu'ils prennent. Mais sinon, dans la globalité de la série, et je dirais même la globalité des playoffs, ses shoots rentrent pas. Mais les shoots qu'il prend, c'est des bons tirs, c'est des tirs ouverts, il est en rythme. Et voilà, ça rentre pas, ok, bon, c'est le basket, ça arrive. Mais moi, je préfère un Tatum comme ça, qui prend des shoots en rythme et qui force pas grand-chose plutôt que de forcer à prendre des fadeaway, même si parfois il les met. Donc ouais, non, Tatum pas très bon au niveau du shoot, pas, on va dire pas beaucoup de réussite, mais par contre en termes de choix de jeu, de decision making, de création pour les autres et même défensivement, enfin, en fait, il coche toutes les autres cases. Il a vraiment été très bon, voire excellent dans toutes les autres cases en dehors de la réussite au tir. Moi, je suis d'accord, mais en fait, c'est vraiment la quintessence de ce qu'est Tatum dans son évolution depuis, on va dire quoi, 2-3 ans. Je veux dire, nous, on en parle depuis longtemps. C'est pas le meilleur scoreur. Il a eu des pointes. Oui, parce que quand les pull-ups à 3 points commencent à rentrer, ça peut vite enfiler beaucoup. Mais c'est pas le meilleur score, c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus gros volume. Mais on a toujours dit, oui, mais c'est celui qui est à 16 sur 20 partout, dans tous les domaines du jeu. Ben là, on est vraiment dans cette quintessence. Alors là où il a déçu, c'est que au scoring, ben, il est peut-être descendu à 13 ou 14. Mais par contre, son playmaking, effectivement, il a pris encore un point ou deux. La défense, pour moi, c'est un des mecs les plus stables en défense de la ligue, en fait. Pour moi, je le vois jamais mauvais. Il est toujours hyper stable d'un match à l'autre. Et effectivement, c'est aussi un peu un résumé de cette équipe. C'est pas le meilleur joueur qui a gagné. Par contre, c'est le plus gros collectif, très certainement. Et oui, on n'avait pas le meilleur joueur de la série. Largement, notamment offensivement, mais qu'est-ce qu'on va nous reprocher à un mec qui a coché toutes les cases et notamment les plus, pour moi, cocher toutes les cases, notamment défensivement et tout, c'est cocher les cases qui sont qui ont le moins de variance. Le shotmaking, il va, il vient, sauf pour un Luka Doncic qui est entre guillemets, qui est implacable. Nous, Tatum l'est pas et le sera peut-être certainement jamais, je pense, implacable. Mais par contre, il a coché toutes les cases, il ramène le titre en étant, oui, effectivement, avec des pourcentages dégueulasses, on va pas se cacher, mais on n'a pas grand-chose d'autre à lui reprocher, et avec des pointes à la passe notamment, et toute cette création de décalage qu'il a amené quasiment à tous les matchs, c'est vraiment... finalement pour moi une grande série, et puis surtout il en a beaucoup parlé de tout ça, et je trouve qu'il accompagne les actes à sa parole. Il en a parlé en conférence de presse, il dit mais si près du but, pourquoi je laisserais mon ego prendre le pas sur ce qui a besoin d'être fait pour qu'on gagne. Mais oui, ça s'appelle grandir et devenir pleinement mature. Il dit avant je jouais plus pour les stats et ça gagnait pas, donc très très fier de ce qu'il devient. Je pense qu'il faut aussi que les gens comprennent et voient à quel point, alors sans dénigrer le MVP des finales de Jaylen Brown qui fait, on l'a dit, qui fait de très bons playoffs, une très bonne saison, très bonne finale. En fait, si Jaylen Brown a été aussi bon en finale, ou même Derrick White, même Jrue Holiday, s'ils ont pu avoir leur pointe au scoring qu'ils ont eu, c'est aussi parce qu'en fait Tatum, il impacte tellement le jeu. Et il attire tellement les défenses vers lui, et ensuite derrière il fait tellement les bons choix et les bonnes passes
que en fait ça facilite grandement le jeu de ses coéquipiers autour. Et on n'est pas tombé dans le piège de Jason Kidd qui dit la star de l'équipe c'est Jalen Brown. Dans ce cas-là, pourquoi tu doubles Tatum à chaque fois qu'il a la balle en gros? Bon, alors pas à chaque fois, mais très souvent. Donc voilà, Kidd il pouvait dire ce qu'il voulait dans les médias. Sur le terrain, on le voyait très bien. Le meilleur joueur c'était Tatum et on le sait très bien parce que la défense de Dallas était orientée et toujours fixée sur Tatum quand il avait la balle. Et c'est ce qui a permis justement à Jrue Holiday et à Jalen Brown, à Derrick White de faire d'excellentes séries. Et d'ailleurs, j'aime bien en ce sens, il y a un côté un peu, c'est de la com et tout ça, quand Jalen Brown obtient son trophée de MVP des finales, et la première chose qu'il dit, c'est je veux le partager avec Tatum. Ok, il y a le côté communication, le côté, vous avez vu, on est potes, on est copains, tout va bien, c'est un peu le monde des bisounours, mais je pense qu'il y a une grosse part de vérité là-dedans. Je pense qu'il a conscience qu'en fait, c'est parce que Tatum a eu ses progrès au playmaking, à la prise de décision et à cet impact sur le terrain et attire tant les défenses que Jalen Brown a pu faire ses stats et cette série pour avoir le trophée. Ah, totalement. Tatum, c'est vraiment devenu un leader, le leader parfait et le meilleur exemple. On en parlait tout à l'heure, mais sur le shoot de Pritchard, le premier qui se lève du banc et qui tape le sprint de sa vie pour lui faire un chest bump, c'est Tatum. Et franchement, on l'a vu, et vous le disiez, on l'a vu vraiment être parfait, être très altruiste. Et de Tatum, enfin, de par la performance de Tatum, et vous l'avez signalé aussi, on a vu tous nos role-players être parfaits. Vous parliez justement de Holiday, de Derrick White. On va peut-être dire un mot sur Al Horford parce que Robin va nous tuer si on le fait pas. Donc votre avis les gars sur la série d'Al Horford? Moi, j'ai toujours été très 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 haut, mais là c'est au-delà de la performance sportive, c'est tellement le mec a l'air d'être un mec bien et sain, réussir à toujours avoir ce niveau à cet âge-là. Je sais pas si on a eu beaucoup dans l'histoire. Alors peut-être qu'à une époque, les mecs arrivaient à performer aussi longtemps, mais sur ses playoffs, il fait partie des X meilleurs pivots de la ligue, parce que c'était notre pivot titulaire. Porzingis a quasiment pas joué. Le X, je vous le laisse remplacer par le chiffre que vous voulez, mais c'est très 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 haut à mon avis. Et ce qu'il a réussi à faire, c'est prodigieux. Et s'il y a un truc où pas mal de gens ont l'air assez unanimes, c'est que tout le monde est content pour Horford. Et vu que la plupart des gens sont pas contents quand Boston gagne, au moins ça faisait plaisir de voir qu'il y avait des gens contents pour Horford, parce que le mec est assez... je sais pas s'il a eu des frasques en 20 ans de NBA. Je trouve que c'est vraiment le gendre idéal, dans le bon sens du terme. Je trouve le mec parfait. Et en plus, il prend pas sa retraite, donc on a pour une autre année au minimum, et ça c'est que du bonheur. C'est vrai qu'en plus, apparemment, il a une hygiène de vie implacable. Enfin, bon, en même temps, pour jouer à ce niveau-là, à cet âge-là, t'es un peu obligé. Mais c'est vrai qu'Horford, il y a le côté un peu, comme tu as dit, un peu gendre idéal où t'as envie. Enfin, le mec, il fait tout bien en fait, et tu peux pas ne. Je sais pas si je connais une personne qui n'aime pas Horford, tu peux pas ne pas l'aimer en fait. Ou alors c'est de la jalousie. Mais sinon, sur le terrain, j'avoue que moi, j'étais un peu entre les deux. J'étais un peu entre Hugo, qui a eu un peu des mots durs cette saison pour Horford, et Robin, qui, en fait, pour lui, Horford, c'est plus ou moins la version améliorée de Tim Duncan, en gros. Euh, mais moi, du coup, j'étais un peu entre les deux. En fait, j'avais peur. On parlait des match-ups tout à l'heure. J'avais peur de Horford, surtout défensivement. Autant offensivement, on savait qu'il était devenu un peu ce rôle de spot-up shooter, et ça allait très bien en fait, parce que en fait c'est un peu ce que les Celtics avaient besoin en sortie de banc. Mais défensivement, j'avais un peu peur, surtout face aux Mavs, qu'ils se fassent vraiment cibler sur le pick and roll. Encore plus en l'absence de Porzingis, et finalement bon, on en a parlé, mais avec les pré-switch et tout ça, on a finalement très très bien joué le truc, et surtout Horford aussi a joué son rôle là-dedans, c'est que il a été bon, voire très bon, même défensivement. Enfin, en tout cas, il a été vraiment plus intéressant que ce que je pensais. Je voudrais ajouter aussi que structurellement, des intérieurs respectés pour leur tir à 3 points, vraiment respectés, qu'on est obligé de défendre, il n'y en a pas tant que ça dans la ligue.
On parlait de notre spacing tout à l'heure, qui est optimal, grâce à Horford et à Porzingis, mais Horford a joué tellement de minutes, c'est un truc qu'on peut maintenir en permanence, et c'est aussi une de ses autres qualités. Il a toujours été un bon défenseur. Maintenant, il a l'historique depuis 4-5 ans en play-off de prendre assez de volume de 3 points et pour les rentrer assez, et là il était encore excellent. Il est bon et structurellement, il nous permet de conserver cette structure en 5-out qui arrange bien le coaching staff, et c'est une autre qualité que des fois on a tendance à oublier. Moi, quand il y a eu le 7 sur 11 ou je sais plus combien, tout le monde était surpris qu'il puisse les prendre. C'est des volumes enfin pas à tous les matchs, pas à ce point-là, mais s'il a des tirs ouverts, il va les prendre et surtout il va les mettre en plus depuis quelques années. En tout cas, je pense que vu la perf de Tillman dans le match 4 et surtout vu le respect qu'avait la défense pour Tillman, si des gens l'avaient oublié, je les invite à revoir ce match 4. Je pense qu'ils vont comprendre à quel point Horford a pu faciliter notre attaque sur la série. Mais finalement, Horford, quand il est revenu à Boston, c'était un gros pari, le pari d'un homme, le pari de Brad Stevens. Et finalement, cette année, j'ai envie de dire que tous les paris de Brad Stevens, quasiment, enfin même tous, hein, ont été des home runs, parce que Jrue Holiday, on l'a dit, trade pendant le training camp, ça a été une win mais absolue, malgré les doutes qu'on pouvait avoir, et moi le premier. Même Derek White qui, bon, ça date de quelques années, mais il a eu une progression vraiment exceptionnelle. Le retour d'Horford, sur ses playoffs, clairement, on a compris pourquoi Stevens avait accordé une telle valeur à Horford, et même finalement même les joueurs de bout de banc, j'ai envie de dire, enfin les joueurs de rotation qu'on a tenté. On avait des doutes au début de saison sur cette rotation, sur le fait que 8 joueurs pourraient jouer à un très très haut niveau en playoff. Sam Hauser, ça a été une victoire. Peyton Pritchard, même si la finale on en a parlé, sur sa saison et sur les premiers tours de playoff, même s'il a montré ses limites, il a quand même été très bon et il mérite sa prolongation à un tarif quand même somme toute raisonnable. Donc non, franchement, Brad Stevens, on peut se poser la question, et je sais qu'on sait nous-mêmes poser la question dans notre groupe interne, mais est-ce que c'est pas lui le vrai MVP de ce titre des Celtics? Totalement, hein. Moi, je me souviens d'un tweet que j'ai fait il y a quelques semaines, où je parlais du côté un peu culture de la bague, tu vois, qui est un peu autour de la NBA, qui fait qu'on donne pas assez de crédit, je trouve, aux GM qui font du bon boulot tant qu'ils ont pas la bague. Et d'ailleurs, c'est valable pour les joueurs ou les coachs aussi. C'est un peu ce qu'on disait en fait au début sur nos doutes à l'arrivée des playoffs cette année pour les Celtics, où en fait on avait des doutes sur la capacité des Celtics à gagner le titre parce qu'on les avait jamais vus le faire. Et je trouve qu'il y a ce côté-là un peu aussi pour des joueurs individuellement, pour des coachs et aussi du coup pour des GM, où en fait tant qu'il n'y a pas la bague, on va pas donner le crédit que certains GM méritent alors qu'ils ont construit des équipes vraiment très bonnes. Tu vois, je pense à Daryl Morey aux Rockets, qui avait construit une équipe qui était taillée pour le titre. C'est juste que ils sont tombés contre les Warriors et contre une cuisse de Chris Paul qui fait que ils ont pas eu de bague, mais ça veut pas dire pour autant que l'équipe des Rockets et que Daryl Morey avait fait du mauvais boulot en fait. Chaque année, il y a qu'un seul gagnant et il y a qu'un seul champion, et ça veut pas dire qu'il y a 29 mauvais GM derrière. Donc voilà, ça c'était pour la petite précision, mais c'est vrai que Brad Stevens, c'est impressionnant ce qu'il a réussi à monter, surtout quand on regarde ce qu'on a encore à l'heure actuelle. Alors évidemment, il va y avoir des soucis après de salary cap, il faudra se pencher là-dessus parce que il y a Tatum qui devrait, je pense, prolonger son supermax la saison prochaine. Il y a Jaylen Brown qui va rentrer dans sa première saison de son supermax avec Jrue et Porzingis qui sont sur des contrats de au moins 30 millions la saison. Derrick White on espère qu'il devrait être prolongé, à voir combien ça va être, mais il y a moyen que ça avoisine les 30 millions aussi, ou pas loin. En vrai, quand tu additionnes tout ça, il va y avoir ça va être un vrai casse-tête financièrement. Mais par contre, à l'instant T, quand on regarde le roster, tout le monde est sous contrat pour l'année prochaine, en dehors de Cornet et Tillman, je crois, si j'ai pas de bêtises de mémoire, et Svi. Je crois que Svi aussi est free agent. Le 7 aussi doit être, j'ai un doute. Il a une player option.
Ouais, voilà. Bon, on va dire que de toute façon, notre rotation de 7-8 joueurs, en gros, notre rotation playoff, ils sont sous contrat encore pour l'année prochaine. Et, euh, et quand on regarde au niveau des assets, donc notamment au niveau des pics de draft, on a tous nos pics de draft, alors pas forcément les nôtres, mais on a un premier tour et un second tour jusqu'en 2027. En 2028, on a un premier tour aussi. On n'a pas de second tour, mais on a un premier tour. Et il y a que 2029 où on n'a pas du tout de pic, parce que c'est les pics qu'on avait envoyés à Portland pour Jrue Holiday. Donc globalement, c'est quand même pas loin d'être une masterclass d'avoir monté un tel roster qui a gagné le titre, qui potentiellement, sauf catastrophe, devrait batailler pour jouer le titre encore la saison prochaine, tout en gardant des assets et des pics quasiment tous les ans pour trade, voilà, pour réoutiller, si je peux franciser le mot, pour réoutiller le roster si besoin. Moi, je suis totalement sur ta ligne. Après, je pense qu'au trèfle, on est un peu tous alignés. Pourtant, on n'a pas tout le temps les mêmes avis, notamment sur les joueurs. Mais je pense qu'on est tous fans de Brad Stevens pour l'ensemble de son œuvre. Pour moi, cette bague-là, c'est la bague de l'ère Stevens. On peut me parler de Tatum Brown. Moi, depuis que je suis les Celtics, il y a Brad Stevens sur le banc ou dans les bureaux. Et globalement, cette bague-là vient récompenser toutes les finales de conf qu'il fait en tant que coach, parfois avec des rosters pas forcément aussi performants que ce qu'il y avait cette année. Je pense qu'on fera un épisode sans rien spoiler, mais il y aura un épisode un jour pour retracer tout son parcours. C'est prodigieux. Je pense que c'est un des mecs les plus compétents en place. Depuis qu'il est GM, j'ai pas souvenir d'une décision foireuse, même si on a eu des doutes. Dans les faits, alors c'est vrai que quand tout marche, c'est plus facile. Dans les faits, Porzingis, il est blessé les 80% des playoffs. Si ça gagne pas, on pourrait lui tomber dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est quand les mecs ont été sur le terrain, basketballistiquement parlant, ça a matché terriblement grâce à son assemblage à lui et au travail des joueurs et du coaching staff. Mais en tout cas, le travail de GM me paraît assez prodigieux. Et je pense pas qu'on trouve grand monde. Tous les gens avec qui on discute d'autres franchises nous jalousent de notre roster. Il y a une raison, c'est parce que tous les trades qui ont été faits, à chaque fois, on a l'impression que c'est Brad Stevens qui gagne le trade, quoi. Enfin, c'est assez prodigieux. Je vais rester sur ce mot-là parce que c'est un beau mot. Et je le redis, mais moi je trouve ça encore incroyable de mettre ce roster avec ces assets-là parce qu'on n'est pas du tout sur un all-in en fait. Non. Vraiment le côté avoir un très bon roster tout en, enfin vous pouvez regarder le Heat, les Sixers peut-être aussi, je veux pas dire de bêtises, les Suns qui ont des rosters qui sur le papier, bon les Sixers ils ont plus de roster, mais voilà le Heat, les Suns c'est des équipes qui sur le papier ont un roster qui peut faire peur, mais en fait, ils ont utilisé énormément de pics pour arriver à un roster comme ça, et c'est là où le taf de Brad Stevens est impressionnant, c'est que lui, il a un roster qui est tout aussi impressionnant, qui finalement, en dehors d'Orford, n'est pas si vieillissant que ça. Je crois qu'il y a que Orford et Jrue Holiday qui ont plus de 30 ans, et qui en plus a, encore une fois, tous ces pics de draft pour refaire des trades s'il y a besoin de rééquilibrer le roster dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Pour moi, le seul GM qui a fait un travail aussi qualitatif, je parle à très 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 haut niveau et qui a gagné, ça serait celui de Denver. Mais je pense qu'aussi avoir Jokic te rend forcément un peu plus intelligent. Je pense qu'il est plus facile à entourer de par sa domination, sa surdomination. Mais je pense qu'eux, il leur reste quelques assets et un roster qui peut gagner le titre tous les ans, enfin, entre guillemets, dans les prochaines années qui arrive. Donc voilà, parce qu'après il y a Sam Presti, mais c'est encore autre chose. C'est encore autre chose comme métier presque, on va dire, parce qu'il repartait de beaucoup plus bas. Puis Sam Presti, il a quand même pas mal perdu en crédit cette année avec la deadline, pas mal décrié quand même. On va voir ce qui fait tout ça, mais c'est ça, parce que Sam Presti, il a fait du bon boulot à amasser beaucoup de pics. Et le Thunder fait une très bonne saison, mais maintenant il y a le côté, en fait, pour moi, on va juger Sam Presti en fonction de ce qu'il va faire de tous ces pics-là. Mais bon, on digresse un peu. Un peu. Ah, mais OKC est passionnant. C'est vrai. Alors, on va conclure ce podcast là-dessus, sur Brad Stevens, une belle façon finalement de
de conclure en évoquant voilà celui qui a construit ce tel collectif, qui a bâti un collectif uni et voilà de cette série, moi ce que je retiens également, c'est que finalement un collectif uni, bien construit, peut venir à bout du bleu marine. Donc voilà, bonne entendeur, j'ai envie de dire. Mais voilà, Vincent Titouan, je vous remercie d'être présent avec moi ce soir Merci à toi. Pour avoir évoqué justement ce moment d'histoire, ce titre des Celtics. C'était très très émouvant déjà de prononcer ces mots, de revoir Boston champion. Donc mais merci à toi d'avoir mené ce podcast d'une main de maître et qu'on dise à nos auditeurs que vous inquiétez pas, vous n'allez pas être abandonnés pendant l'intersaison. On vous prévoit plein de trucs, notamment juste après cet épisode-là, Azad a prévu une interview. Alors je vous dis pas de qui, mais il y a une petite interview d'Azad qui va sortir dans la foulée. Et normalement, Hugo, Pierre et Johan devraient faire un podcast aussi sur la draft des Celtics, donc voir quel prospect pourrait intéresser les Celtics. Enfin voilà, on vous prévoit plein d'autres choses aussi, d'autres vidéos analyses. Enfin voilà, il devrait y avoir pas mal de choses pendant l'intersaison, donc vous inquiétez pas, on vous abandonne pas. Vraiment du petit hors-série cet été qui pourrait pop aussi, donc restez à l'affût. On va surfer sur la vague du titre. On va essayer de maximiser nous aussi de maximiser notre été pour nous renforcer clairement avec des podcasts de qualité. En tout cas, messieurs, je vous remercie. Je remercie tous nos auditeurs qui nous ont suivis toute cette saison, qui nous ont suivis aussi depuis la création du podcast, parce que clairement, le titre, on l'espérait. On a créé le podcast pendant les playoffs 2022 quand on est allé en finale. Donc, on a ruminé notre chagrin pendant 1 an et demi, 2 ans. Et on y est arrivé, voilà, tous ensemble. Donc, je profite de ce podcast pour remercier tous ceux qui ont dialogué aussi avec nous dans les réponses. N'hésitez pas à le faire, à continuer à le faire. C'est c'est toujours très sympa, voilà, de dialoguer avec vous, d'échanger. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'importe quoi, on sera très heureux d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à toujours suivre notre contenu, que ce soit en podcast, sur Twitter sur Twitter, suivez nos différents comptes et surtout sur YouTube avec la chaîne qu'on a créée durant ces playoffs. On espère qu'elle prendra aussi vite que le podcast. En attendant, voilà, je tiens surtout par ce titre à vous remercier puisque notre communauté s'agrandit, j'ai envie de dire, je vais pas dire de jour en jour, mais continue à s'agrandir et on espère qu'on sera encore plus nombreux l'année prochaine pour peut-être, je l'espère, je touche du bois en disant ça, célébrer un back-to-back de Celtics qui serait là vraiment le cadeau ultime. Donc en attendant, comme Titouan l'a dit, on se retrouve très rapidement pour de nouveaux podcasts et de nouvelles aventures. Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots for both teams checked out.